as-tu déjà mangé? J'ai quelque chose à te dire. Pourrions-nous nous rencontrer à 13h? Je t'invite à déjeuner. D'accord. On se retrouve tout à l'heure. C'est moi qui paie. Non, 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 c'est moi qui régale. J'ai assez d'argent. Ce n'est pas un problème. Mais je ne peux pas te demander de payer pour moi à chaque fois. Ryu remarqua que Juri était particulièrement amicale et faisait de son mieux pour lui plaire. Il supposa qu'elle était vraiment reconnaissante pour l'argent qu'il lui avait donné, mais quelque chose dans son attitude lui semblait un peu étrange. Il pensa que quelle que soit la raison, se rapprocher de Juri de cette manière pourrait signifier qu'il pourrait la recruter dans son équipe à l'avenir. Il prit une expression sérieuse en se levant de son lit et déclara qu'il ferait tout ce qu'il faudra pour garder Juri en vie jusqu'à la dernière manche. Un peu plus tard, Ryu était habillé en veste noire et pantalon noir. Son petit frère voyant cela fut un peu perplexe. Il demanda à Ryu où il allait. Ryu répondit simplement qu'il rencontrait un ami. Cela surprit énormément son frère, car Ryu était un célibataire puceau sans amis. De plus, il ne s'habillait presque jamais aussi bien et ne prenait presque jamais de douche. Donc, c'était un choc. Alors, son frère alla droit au but et demanda si c'était un ami ou une fille. En entendant cela, Ryu ne vit aucun problème et demanda s'il ne pouvait pas avoir une amie-fille. Puis il sourit chaleureusement à son frère et lui dit d'aller déjeuner sans l'attendre. Avec cela, il partit pour retrouver Juri, laissant son frère dans un état de choc. C'était beaucoup à assimiler et il devait tout digérer. Finalement, ça le frappa. Est-ce que Ryu allait vraiment à un rendez-vous avec une fille? Après avoir pris le bus puis le métro, Ryu se retrouva devant un restaurant chic appelé Stikooz. C'était l'un de ces endroits vraiment chers de Séoul. À l'intérieur, Ryu et Juri déjeunaient. Ryu demanda à sa compagne avec un doux sourire si elle aimait le steak juteux qu'il mangeait. Juri, encore un peu perdu dans ses pensées, n'entendit que le mot aimer et rougit un peu en demandant « J'aime quoi ?» Ryu précisa en parlant du steak, et Juri répondit finalement que oui, le steak était absolument délicieux. Alors Ryu lui dit de profiter autant qu'elle voulait de ce steak juteux. En revanche, on sentait l'embarras s'installer, ils restèrent assis là, ne disant pas grand-chose, et l'atmosphère devint un peu inconfortable. Juri devenait de plus en plus anxieuse, ne sachant pas comment briser la glace. Elle se dit qu'elle devait être courageuse et trouver le courage de dire quelque chose. Finalement, elle demanda à Ryu comment il avait réussi à gagner la première place à la loterie 115 fois. Ryu, avec le même sourire chaleureux, répondit qu'un vieil homme avec un cochon sur la tête était venu à lui dans un rêve et lui avait donné les numéros gagnants. En entendant cela, Juri tenta de s'imaginer ce vieil homme avec un cochon sur la tête et demanda à Ryu combien il avait gagné avec tous ses billets de loterie. Elle précisa que si Ryu ne voulait pas partager, c'était tout à fait correct. Ryu, toujours avec ce sourire doux, lui dit qu'il avait gagné suffisamment d'argent pour ne jamais avoir à se soucier des finances pour le reste de sa vie. Mais pour utiliser cet argent, il devait être vivant lors de la prochaine manche. En entendant cela, Juri s'empressa de s'informer de l'expérience de Ryu lors de la première manche de la tour. Elle partagea que cela ressemblait à être jeté en enfer, pour elle qui n'avait jamais tué une fourmi auparavant, encore moins relevé le défi terrifiant d'abattre 100 gobelins. Ryu, avec une expression neutre, admit que cela avait également été une expérience assez difficile pour lui. Juri demanda alors à Ryu dans quelle zone il se trouvait. Ryu, en sirotant nonchalamment son eau, répondit qu'il ne se souvenait pas du numéro exact de la zone, mais que le dernier chiffre était à 5. Juri, se sentant un peu timide, partagea que le numéro de sa zone se terminait par 7, donc c'était dommage qu'ils ne puissent pas se rencontrer dans les donjons. Elle avait espéré que leurs zones seraient les mêmes. Ryu, avec un sourire rassurant, pensa en lui-même qu'elle ne devrait pas être déçue car à l'avenir, toutes les zones se fusionneraient en une seule et ils se rencontreraient certainement. Juri demanda alors à Ryu son niveau, auquel il répondit qu'il était au niveau 10, elle partagea avec enthousiasme qu'elle était aussi au niveau 10 et avait acquis une classe appelée support. Ryu, intrigué, demanda si cela signifiait qu'elle pouvait améliorer les statistiques des autres, comme dans un jeu. Juri, maintenant plus confiante, expliqua que son habileté s'appelait bénir et qu'en l'utilisant, elle pouvait améliorer toutes les statistiques de ceux qui recevaient sa bénédiction. Elle activa son habileté et une lumière verte émana de sa main. Alors qu'elle la plaçait près de la tête de Ryu, un motif magique se forma et le système notifia à Ryu que toutes ses statistiques avaient été augmentées de 50%, un effet qui durerait 3 heures. Impressionné, Ryu complimenta Juri en qualifiant son habileté de super cool. Au fond, il connaissait déjà son habileté de sa vie précédente, mais le sentiment de partager un repas avec une amie était nouveau pour lui et il l'appréciait sincèrement. La maladresse initiale s'était dissipée et ils continuèrent à apprécier leur repas avec des sourires. Ensuite, Ryu exprima sa gratitude envers Juri pour l'amélioration, il se sentait revigoré. Juri, cependant, lui lança un regard enjoué avant de sourire joyeusement. Elle assura Ryu que ce n'était pas grand-chose et que s'il avait besoin de quoi que ce soit à l'avenir, il pouvait l'appeler à tout moment et elle serait là pour lui. Ryu acquiesça simplement en disant merci.
Ensuite, Ryu lui demanda ce qu'elle voulait lui dire au téléphone, et Juri sembla un peu surprise, réalisant qu'elle aurait dû le mentionner plus tôt. Elle se gronda en plaisantant d'être un peu lente. Cependant, avec un sourire doux et chaleureux, elle commença à exprimer sa gratitude envers Ryu pour l'argent qu'il leur avait donné. Elle expliqua que l'argent avait été d'une aide immense, car sa famille était endettée et ils avaient réussi à rembourser tous leurs prêts grâce à son aide. Son père était maintenant heureux grâce à sa générosité, et elle promit de trouver un moyen de rembourser l'argent à l'avenir. Ryu fut un peu surpris par cette expression de gratitude et dit à Juri qu'elle n'avait pas besoin de le rembourser. Il lui rappela qu'il avait déjà reconnu qu'il était responsable de la perte de clients de son père, donc il était juste qu'il compense cela. En entendant cela, Juri joignit ses mains et mentionna avec excitation que si Ryu ne voulait pas d'argent, elle pourrait lui offrir autre chose. Ses mains commencèrent alors à émettre une lumière jaune brillante et elle sortit un objet de son inventaire. Curieux, Ryu lui demanda ce que c'était et Juri tendit la main, révélant un cristal violet avec des motifs inhabituels. Elle admit qu'elle ne savait pas ce que c'était, mais qu'elle l'avait obtenu en tuant des gobelins. Elle insista pour que Ryu le prenne et dit qu'il ne pouvait pas refuser. À la fin de leur déjeuner, ils étaient devant le restaurant où Juri fit ses adieux à Ryu. Ryu en retour, lui souhaita de prendre soin d'elle et de ne pas mourir lors de la prochaine manche. Après le départ de Juri, Ryu arborait une expression sérieuse et ouvrit son inventaire pour vérifier la description du cristal particulier qu'elle lui avait donné. La notification du système révéla qu'il s'agissait d'une pierre de mana violette de Baran. Ryu ne s'était pas attendu à obtenir cet objet si tôt, surtout pas de la part de Juri. En tenant la pierre de mana violette en hauteur dans sa main et en la regardant d'un air contemplatif, il remarqua qu'il savait exactement ce qu'était cet objet, mais il n'avait pas anticipé le recevoir, surtout pas de la part de Juri. Il expliqua ensuite qu'une fois qu'un joueur atteignait le niveau 20, il débloquait une fonctionnalité appelée combinaison. Cette fonctionnalité permettait aux joueurs de fusionner des cristaux de mana comme celui-ci avec leur équipement, conférant à l'équipement des compétences ou des attributs uniques. Il y avait 7 types de pierres de mana, rouge pour les dégâts, orange pour la force, jaune pour la chance, verte pour l'agilité, bleu pour l'intelligence et bleu foncé pour la défense. Ryu souligna que la pierre violette était la plus rare, avec une très faible chance de l'obtenir. Contrairement aux autres cristaux qui augmentaient des attributs spécifiques, la pierre violette améliorait les compétences ou les attributs pour toutes les statistiques. Avec un sourire doux, Ryu exprima sa chance d'avoir reçu la pierre de mana violette gratuitement, considérant cela comme un tournant favorable. Il réalisa alors que sa statistique de chance avait été doublée grâce à l'habileté de bénédiction. Était-ce la raison pour laquelle il avait une journée si chanceuse? Pour Ryu, la rencontre avec Juri était principalement due à son habileté de bénédiction. Avec seulement 30 minutes restantes avant que le buff n'expire, Ryu voulait ouvrir la pochette dorée mystérieuse qu'il avait acquise lors de la deuxième manche, ainsi il pourra capitaliser sur sa statistique de chance doublée, mais avant cela, Ryu sortit de sa poche un paquet plein de petits verres de farine. Toujours avec une expression sérieuse, Ryu expliqua que son habileté de massacreur augmentait toutes ses statistiques de 1% pour chaque adversaire qu'il tuait, et cela s'appliquait également aux insectes. Ceci dit, il jeta le paquet de verres de farine sur le sol, et avec un visage solennel, s'excusa avant de commencer à écraser les vers. Pendant qu'il écrasait les insectes, le système lui a notifié de ses progrès de kill, 45%. Il en avait tué 67 jusqu'à ce qu'il atteigne enfin son 100e kill. Toutes ses statistiques ont augmenté de 100%. Après cet exercice d'écrasement de bestioles, Ryu vérifia sa fenêtre de statut. Sa statistique de chance avait grimpé à un impressionnant 45. Initialement, sa chance était de 15, mais grâce à son habileté de massacreur, il avait augmenté ses statistiques de 100%, portant sa chance à 30. L'habileté de bénédiction de Juri avait aussi augmenté ses statistiques de 50%, portant sa chance à 45. Ryu sortit alors la pochette dorée mystérieuse. Le système lui notifia qu'il s'agissait d'une pochette dorée, et en l'ouvrant on pouvait recevoir des pièces d'or allant de 1 à 9999, déterminées aléatoirement en fonction de sa statistique de chance. Ryu ouvrit prudemment la pochette, espérant obtenir pas plus de 6000 pièces d'or. Cependant, ce qu'il vit le laissa complètement stupéfait, ses yeux grands ouverts de surprise. Le système lui notifia qu'il avait obtenu un impressionnant 9999 pièces d'or. Voyant cela, Ryu ne put contenir sa joie s'exclamant que ce jour-là, le dieu de la chance était véritablement de son côté. Avec cette nouvelle richesse, il avait maintenant un total de 16 249 pièces d'or. Ryu ajouta qu'il pouvait acheter un objet épique avec cette somme et qu'il lui resterait encore de l'argent. Cependant, il n'avait pas l'intention de dépenser de l'argent pour le moment, car l'objet qu'il désirait serait disponible dans la boutique après 2 semaines. Avec cette décision prise, Ryu ferma sa fenêtre de statut et son inventaire. De retour dans son appartement, en entrant dans la pièce, Ryu salua Ken, qui sirotait du chocolat chaud en tchattant. En voyant Ryu, les yeux de Ken scintillèrent d'excitation alors qu'il demandait avec impatience comment s'était passé le date de Ryu.
Ryu, de son côté, fut momentanément surpris par la question et fit une pause sans offrir de détails sur le « date », il s'assit simplement sur le canapé. Sentant la réticence de son frère à en parler, Ken demanda si Ryu ne revenait pas d'un rendez-vous avec la fille pour laquelle il avait un penchant. Ryu, se sentant un peu mal à l'aise, répondit en évitant la question et en redirigeant la conversation en demandant ce que Ken avait mangé pour le déjeuner. Ken, se sentant à l'aise sur son siège, répondit qu'il avait apprécié des nouilles aux haricots noirs, soulignant à quel point elles étaient délicieuses. Ryu, avec un sourire joyeux, assura à Ken qu'il aurait pu commander quelque chose d'encore meilleur. Ken fit la moue, défendant son choix de nouilles aux haricots noirs, expliquant qu'il en avait envie depuis longtemps. Ryu réfléchit au fait qu'il y a tout juste un mois, ils étaient dans une situation désespérée et devaient mendier pour de la nourriture. Maintenant, avec de l'argent en poche, il appréciait toujours son style de vie précédent, ce que Ryu trouvait parfaitement normal. Il était vraiment heureux de voir Ken s'amuser. Alors que Ken se plongeait avec une excitation palpable dans le visionnage de la dernière saison de Kimetsu no Yaiba, les pensées de Ryu étaient ailleurs. Il pensait au prix du Bitcoin, envisageant qu'il augmenterait de manière significative dans les 2 prochaines semaines avant de potentiellement s'effondrer. Il savait qu'il devait retirer son argent avant l'effondrement, mais il avait quelques plans en tête. L'un de ses plans était d'acheter une Lamborghini. Pour réaliser ce rêve, Ryu décida d'abord d'obtenir son permis de conduire. Il passa l'examen du permis de conduire et obtint un score remarquable de 95%, laissant tout le monde stupéfait. Avec son permis en poche, Ryu ne perdit pas de temps et passa une commande pour une Lamborghini. Enfin, le jour arriva où le prix du Bitcoin augmenta d'un facteur de 10, incitant Ryu à retirer rapidement toutes ses avoirs en Bitcoin. Maintenant, avec un sourire diabolique sur le visage, Ryu était visiblement satisfait de ses actions. En le voyant sourire ainsi, Ken ne put contenir sa curiosité et demanda s'il s'était passé quelque chose. Ryu expliqua qu'il venait de vendre tous ses bitcoins et qu'il avait réalisé un énorme profit. Quand Ken demanda combien il avait gagné, Ryu révéla qu'il avait fait 300 milliards de wons, soit l'équivalent de 202 milliards d'euros. Ken fut complètement choqué par ce montant astronomique et commença à trembler d'incrédulité. Ryu mentionna nonchalamment qu'il avait multiplié leur investissement initial par 20 et s'installa confortablement sur le canapé. Ken, toujours incrédule, se rappela que lorsque Ryu lui avait dit qu'il avait investi tout leur argent dans le Bitcoin, il voulait l'arrêter, mais maintenant, en pensant qu'il avait touché le jackpot. Ryu, avec un sourire chaleureux, répondit qu'il avait juste eu de la chance car il ne savait pas qu'il gagnerait autant. C'est pourquoi il avait retiré tout l'argent, car la cupidité mène à la destruction. Puis Ken demanda si cela signifiait que Ryu n'investirait plus dans le Bitcoin, et Ryu répondit que oui, plus de Bitcoin. En entendant cela, Ken poussa un soupir de soulagement en prenant une gorgée de son café chaud. Cependant, Ryu lâcha une autre révélation, il envisageait d'investir toutes leurs économies dans des actions. Ken fut tellement choqué qu'il en renversa son café chaud les yeux larmoyants et demanda à Ryu pourquoi il prenait une décision si risquée alors qu'il avait déjà suffisamment d'argent pour assurer l'avenir des générations suivantes. Ryu, toujours calme, rassura Ken en lui disant de ne pas s'inquiéter, insistant sur le fait que tout irait bien et qu'il devait lui faire confiance. Ryu leva le doigt, expliquant qu'un vieil homme avec un cochon sur la tête lui était apparu dans un rêve et avait prédit la montée du Bitcoin, ce qui avait conduit au profit. Le même vieil homme lui avait également donné des indications sur les actions qui augmenteraient en valeur, renforçant encore sa confiance dans le marché boursier. En entendant cela, Ken, toujours stressé, crut ce que Ryu racontait et lui dit de faire ce qu'il voulait, mais au moins de garder un peu d'argent en réserve au cas où quelque chose se passerait. Ryu comprenait la préoccupation de Ken mais connaissait l'avenir et croyait que ses investissements rapporteraient gros. En faisant défiler son téléphone, recherchant plusieurs entreprises, Ryu voulait investir dans une société nommée Evenly Demon Consulting. Cette société était inconnue pour l'instant, mais dans le futur, elle deviendrait le numéro 1 en Corée et dominerait tout le monde. Ryu acheta 31% des actions de l'entreprise, s'assurant qu'il aurait une certaine influence à mesure qu'elle grandirait. Puis, un murmure interrompit les pensées de Ryu, et en se retournant, il vit Ken prier intensément le vieil homme avec un cochon sur la tête, en disant « Faites que l'entreprise dans laquelle Ryu investit prospère ». En voyant cela, Ryu laissa échapper un sourire joyeux. Ryu se coucha dans son lit, attendant impatiemment ce jour. Il ouvrit la fenêtre de la boutique, révélant une liste de divers objets. Parmi les options, il y avait un objet appelé l'objet du jour. En cliquant sur cette option, on pouvait obtenir un objet aléatoire allant du rang normal au rang élevé. Pour déverrouiller ce coffre, il fallait payer 4600 pièces d'or. Cela pouvait sembler insensé d'ouvrir un coffre aléatoire à un prix aussi élevé, risquant d'obtenir un objet de rang commun valant seulement quelques pièces d'or, mais Ryu connaissait l'avenir. Il avait ouvert ce coffre 99 fois. L'autre jour, il savait exactement quel objet apparaîtrait avec confiance. Il ouvrit le coffre aléatoire et il reçut un objet épique appelé le collier d'os de squelette.
C'était un objet épique avec un effet unique. Après avoir vaincu un adversaire, il augmenterait la statistique d'intelligence de 3 points et la vitesse d'attaque d'1 point. Cependant, cet effet ne durerait qu'un seul tour et était plafonné à 25%, ce qui signifiait que Ryu ne pouvait augmenter ses statistiques que de 25% maximum. Ryu utilisa alors le coupon de 50% qu'il avait obtenu lors d'une quête de changement de classe pour acheter le collier à moitié prix, ce qui revenait à 2300 pièces d'or. Maintenant, Ryu était pleinement préparé pour le prochain tour. Le temps passa rapidement et le jour arriva, le 1er mars 2023. Lentement mais sûrement, les joueurs commencèrent à apparaître un par un dans le 3e tour du donjon. Une atmosphère dense et tendue enveloppait la zone, les joueurs murmuraient entre eux, se demandant ce qu'était cet endroit, et commencèrent à explorer les environs. Ils réalisèrent que cet endroit était autrefois un village, maintenant en ruine. Ils virent les vestiges de ce qui était autrefois un village prospère, mais il avait été réduit en décombres. Ils virent une massive porte de château se dresser au-dessus du village, entourée des restes d'une forteresse. L'atmosphère y était tellement lourde de tension et d'incertitude. Soudain, un énorme cristal violet se matérialisa au milieu du village, provoquant la panique parmi les joueurs. L'anxiété emplissait l'air, mais Ryu debout calmement en arrière-plan, ne semblait pas perturbé. Puis Ryu remarqua le tatoué. Certains joueurs commencèrent à bavarder en voyant le tatoué, disant que lors du dernier tour, il était devenu le chef de zone en menaçant tout le monde et en massacrant littéralement ceux qui n'obéissaient pas à ses ordres. Certains commençaient même à dire que le tatoué n'était pas digne d'être le chef de zone et que le faucheur noir devrait l'être à sa place. Puis un joueur paniqué dit à son ami de ne pas le dire si fort, car si le tatoué l'entendait, il pourrait utiliser sa compétence d'autorité contre lui et rendre sa vie misérable. Mais l'ami, d'un ton arrogant, répondit qu'il s'en fichait, car le tatoué ne pouvait utiliser sa compétence que 10 fois, et après cela, il n'était plus qu'un joueur ordinaire. Alors, pourquoi avoir peur de lui maintenant ? En entendant cela, le tatoué se mit en colère et commença à crier, les traitant de tous les noms, mais les murmures ne s'arrêtèrent pas et les joueurs continuèrent à se moquer de lui. Le tatoué, furieux, bouillonnait de rage et se tourna avec force en criant pour demander qui avait osé parler ainsi, mais tout le monde resta silencieux et il ne put rien faire dans cette situation. Il commença à grincer des dents de colère, pensant que cela ne serait pas arrivé si cette emmerdeuse d'ange de malheur n'avait pas révélé tous les détails de sa compétence. Mais quelque chose de drôle se produisit. Un jeune homme fit une entrée dramatique sur la scène. Il s'inclina profondément devant le tatoué en lançant un joyeux bonjour. Le tatoué, surpris par cette soudaine démonstration, demanda l'identité du nouveau venu. Youngmin, d'une voix empreinte de soumission, se présenta comme Youngmin et respectueusement appela le tatoué senior. Il expliqua qu'il était venu rendre hommage à sa grandeur. Cette réponse laissa le tatoué quelque peu perplexe. Il demanda s'il le connaissait, ce à quoi celui-ci répondit qu'ils étaient des étrangers. Cependant, il confessa que son ambition de vie était de devenir un gangster, tout comme le tatoué, et qu'il était un grand fan. Youngmin supplia le tatoué de le laisser rejoindre son équipe. Le tatoué, étonné par les aspirations inhabituelles de Youngmin, se demanda quel genre de gars rêve de devenir un gangster comme lui. Avant que le tatoué ne puisse répondre, Youngmin s'agenouilla et s'inclina, disant qu'il servirait le tatoué pour le reste de sa vie et ferait tout ce que le tatoué lui demanderait, suppliant d'être accepté. Voyant cela, le tatoué éclata de rire, pensant qu'il avait vu toutes sortes de fous dans sa vie, mais c'était la première fois qu'il voyait un tel cinglé. Le tatoué pointa du doigt les joueurs rassemblés, demandant si Youngmin était aveugle, s'il ne voyait pas que tout le monde semblait le détester, malgré ça il veut se joindre à lui. Youngmin, rempli d'excitation, serra le poing et tapa sur sa poitrine avec un large sourire, précisant qu'il ne se souciait pas de ce que les autres joueurs pensaient ou disaient. Il voulait simplement rejoindre le tatoué et ferait tout pour cela. Le tatoué écouta avec un visage sérieux, puis après une petite pause, il répondit avec un sourire en coin qu'il aimait les gens comme Youngmin, alors il le prendrait sous son aile, en prendrait la responsabilité et l'élèverait. En entendant cela, Youngmin fut submergé de gratitude, s'inclinant à répétition et exprimant ses remerciements. C'était vraiment un honneur pour lui. Les autres joueurs ne purent s'empêcher de bavarder au sujet de ce partenariat inattendu. Ils avaient du mal à croire que Youngmin s'était associé au tatoué, certains remettant en question la santé mentale de Youngmin. Cependant, en observant le tatoué et Youngmin rire et discuter joyeusement, ils ne purent s'empêcher de faire des remarques. Ils suggérèrent qu'il y avait un dicton disant que les oiseaux de même plumage volent ensemble, donc il n'était pas surprenant de voir un fou attiré par un autre fou. Surprenant les joueurs, l'ange descendit du ciel avec une entrée éblouissante. Elle flotta dans les airs pendant un moment, semblant calculer quelque chose, puis elle annonça alors qu'il y avait 90 personnes de moins que lors du tour précédent. En entendant cela, les joueurs commencèrent à se demander ce que cela signifiait. Avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, une fenêtre de quête apparut devant eux indiquant que leur mission était de protéger le cristal violet des monstres. Seuls 1255 joueurs survivraient à ce tour.
Voyant qu'il y avait 90 joueurs de moins qu'avant, la confusion et la panique se propagèrent parmi les participants. L'ange, toujours flottante avec la main sur les lèvres, expliqua poliment qu'elle ne pouvait pas aller dans le monde réel et tuer quelqu'un, car cela signifierait que ces joueurs étaient morts dans le monde réel pour une raison quelconque. Un joueur cria de choc et de panique, réalisant que seulement 1225 joueurs survivraient cette fois, soit un quart du total des joueurs. En remarquant cela, les joueurs commencèrent à paniquer, certains se mirent à crier. Un joueur demanda à l'ange s'il y avait une erreur, car à chaque tour, seule la moitié des joueurs survivaient. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, l'ange éclata de rire tenant son ventre, son rire résonnant dans toute la zone. Là, toute la bande de joueurs écoutait l'ange, les yeux écarquillés d'horreur et de panique. Elle les traita d'animaux sauvages et leur dit que les anges ne sont pas stupides. Elle expliqua qu'il n'y avait pas d'erreur dans les règles. D'un geste du doigt, elle annonça joyeusement qu'ils avaient tous survécu au dernier tour, donc il était tout naturel que seulement un quart d'entre eux passerait cette fois. Cela plongea les joueurs déjà effrayés dans une panique encore plus profonde. L'ange prit un air très sérieux en détaillant la quête. Dans ce village, il y avait 4 portes de château et toutes les 30 minutes, des monstres commenceraient à en sortir. Leur mission était de protéger le cristal violet de ces monstres. Il y aurait 4 vagues de monstres, et s'ils ne pouvaient pas protéger cette relique, ils recevraient une grosse pénalité. Pour faciliter un peu les choses, elle annonça qu'il classerait les joueurs en fonction du nombre de monstres tués pour déterminer les 25% qui survivraient. Et pour adoucir l'affaire, elle réduisit la puissance des monstres d'un tiers. Il y avait le tatoué qui affichait un sourire narquois, croyant que ce tour serait facile. Tout ce qu'il avait à faire était de massacrer des monstres, et il avait même cette compétence d'autorité pour le soutenir. Facile, non ? L'ange applaudit des mains pour attirer l'attention de tout le monde, disant qu'elle avait presque oublié de dire la chose la plus importante. Elle fixa le tatoué et dit que lors du dernier tour, La vie est un documentaire était devenu le chef de zone, n'est-ce pas ? Donc il pouvait utiliser la compétence d'autorité pour commander 10 personnes sans classe. Puis elle demanda, personne n'a pensé à ce qui se passerait si le chef de zone mourait ? Dès que le tatoué entendit cela, il devint comme une statue sans dire un mot. L'ange, avec un sourire malicieux, expliqua que si le chef de zone mourait d'un monstre ou de toute cause naturelle, comme s'il se tuait ou tombait sur une dague, le poste de chef de zone resterait vacant et il devrait voter à nouveau pour décider du prochain chef de zone. Mais si le chef de zone était tué par un autre joueur, ce dernier deviendrait automatiquement le chef de zone et pourrait également utiliser les 10 commandes d'autorité indépendamment de ce que le précédent chef de zone avait utilisé. Dès qu'elle dit cela, tous les joueurs tournèrent leur regard vers le tatoué avec un regard meurtrier, prêt à l'attaquer. L'ange applaudit de nouveau en annonçant que les monstres apparaîtraient dans 10 minutes et qu'elle espérait que tout le monde travaillerait ensemble pour survivre, mais elle sourit, semblant trop heureuse en regardant le tatoué, disant qu'elle espérait que tout le monde travaillerait ensemble, mais elle n'était pas sûre qu'il pourrait le faire. Avec ces derniers mots, elle disparut laissant le tatoué tremblant de colère. Le tatoué commença à crier de rage, insultant l'ange et la traitant de tous les noms. Cependant, un murmure attira son attention, et en se retournant il remarqua que les joueurs étaient prêts avec leurs armes, prêts à attaquer. Voyant cela, le tatoué sortit aussi son poignard de colère et cria que s'ils voulaient mourir si désespérément, ils pouvaient venir et il exaucerait leurs vœux. Mais les joueurs ne reculèrent pas, expliquant que le tatoué ne pouvait utiliser son autorité que 10 fois, et s'ils l'attaquaient tous ensemble, ils ne pourraient pas se défendre. Juste au moment où les tensions montaient, un événement inattendu se produisit. Un pas lourd résonna, attirant l'attention de tous. C'était le faucheur noir, qui traversa les joueurs avec une aura majestueuse. Ils lui firent de la place alors qu'il s'approchait du tatoué. En voyant le faucheur noir s'approcher, le tatoué paniqua et demanda pourquoi il venait vers lui. Mais Ryu ne dit rien, il s'approcha de lui et, d'un ton froid et glacial, dit « N'aie pas peur, je ne suis pas ici pour te tuer. Si je voulais te tuer, tu ne serais pas en vie présentement, je suis ici pour te dire quelque chose. » Le tatoué resta là, le visage en sueur. Puis, toujours effrayé mais ne le montrant pas à tout le monde, le tatoué répondit qu'il n'avait pas peur du tout et qu'il écoutait, alors Ryu pouvait dire ce qu'il voulait avec une touche d'arrogance. Le tatoué ajouta que même si le faucheur noir était si fort, s'il devait se battre, il s'assurerait de lui couper au moins 1 ou 2 mains. Il déclara qu'il n'avait pas peur des menaces de Ryu. Cependant, avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Ryu commença à sourire méchamment, ce qui envoya des frissons dans le dos du tatoué. Avec une expression froide et une pose décontractée, une main dans sa poche et l'autre tenant sa faux noire, Ryu suggéra que le tatoué semblait être dans une situation difficile, il proposa une offre, il protégerait le tatoué. Le tatoué complètement déconcerté, resta là, confus, tandis que Ryu expliquait qu'il se tiendrait derrière le tatoué et protégerait son dos pour que personne ne puisse l'attaquer par surprise. En entendant cela, tous les joueurs furent choqués, ils se demandaient pourquoi le faucheur noir protégeait le tatoué. S'ils voulaient tuer le tatoué, ils devraient aussi affronter le faucheur noir, ce qui était impossible pour eux.
Cette déclaration provoqua une onde de choc parmi les joueurs. Ils réalisaient que s'ils voulaient tuer le tatoué, ils devraient affronter le numéro 1 aussi, une perspective terrifiante. Pendant ce temps, le tatoué écoutait les murmures, pensant que rien que le nom du faucheur noir suffisait à faire peur aux joueurs. D'un ton quelque peu incertain et prudent, le tatoué demanda ce que le faucheur noir voulait en échange de sa protection. Ryu, toujours cool et détendu, répondit qu'il ne voulait pas grand-chose. Puis, son expression devint sérieuse lorsqu'il déclara que la seule condition était que le tatoué suive ses ordres. Cette condition prit le tatoué par surprise, réalisant que le faucheur noir lui offrait essentiellement un rôle de subordonné. Curieux et prudent, le tatoué demanda pourquoi il lui faisait une telle offre. Ryu répondit de façon voilée qu'il ne pouvait pas le dire. Lorsque le tatoué demanda la nature des ordres qu'il devait suivre, Ryu répondit de manière similaire, disant qu'il ne pouvait pas révéler cela non plus. Il conseilla au tatoué de ne pas trop parler et de simplement suivre ses commandes, car il n'avait pas toute la journée. Le tatoué se retrouva en pleine réflexion. Il ne voulait pas devenir le subordonné du faucheur noir, mais il craignait ce qui pourrait arriver s'il rejetait l'offre. Est-ce que le faucheur noir viendrait après lui ? En état de panique, il déglutit nerveusement, sentant la pression de la décision peser sur lui. Ryu le pressa de donner sa réponse rapidement, car les autres joueurs attendaient avec impatience sa réponse. Hésitant, le tatoué refusa l'offre du faucheur noir, déclarant qu'il ne se soumettrait pas à ses ordres. Ryu le fixa d'un regard froid et mortel, tandis que les autres joueurs se réjouissaient, disant que le tatoué était stupide. S'il avait accepté l'offre, Ryu aurait protégé son dos, mais non, à cause de son ego il rejeta l'offre. L'atmosphère devint tendue alors qu'une fille préparait son épée longue et que son ami ajustait sa lance. Lentement, tout le monde se prépara à attaquer le tatoué. Ryu, quant à lui, s'éloigna de la scène, déclarant qu'il ne se souciait plus de ce qui arriverait au tatoué, que ce soit vivre ou mourir. Juste au moment où les joueurs allaient passer à l'action, le système envoya une notification. La première vague de monstres arriverait dans 1 minute, prenant tout le monde au dépourvu. Leurs priorités changèrent instantanément, et protéger le cristal devint leur principale préoccupation. Les joueurs abandonnèrent l'idée d'attaquer le tatoué. Voyant une opportunité, le tatoué décida de suivre Ryu, pensant que quoi que Ryu ait prévu, ce serait peut-être une meilleure option. Alors qu'il suivait Ryu, il remarqua que ce dernier se dirigeait vers la 3e entrée du château, qui était non gardée. Soudain, un bruit fort signala le début de la première vague de monstres, surprenant tout le monde. Lentement, les énormes portes du château commencèrent à grincer en s'ouvrant, et un vent glacé balaya la zone, faisant frissonner tout le monde. Le système délivra alors une notification sinistre. 9800 gobelins affaiblis s'approchaient, déterminés à détruire le cristal. Avec des sourires effrayants et des bruits inquiétants, la horde de gobelins assoiffés de sang émergea de derrière les portes. Ils semblaient n'avoir pas mangé depuis un millénaire, leurs yeux affamés fixant les joueurs sans défense. Même le tatoué paniqua, ne s'attendant pas à ce que 9800 gobelins arrivent. Sans perdre de temps, le tatoué commença à courir, cherchant une position de cachette. Il se demandait pourquoi le faucheur noir ne courait pas, se demandant s'il prévoyait de combattre tous les gobelins seuls. Le tatoué commença à monter un escalier pour atteindre un point plus élevé, se disant que même pour le faucheur noir il serait impossible d'affronter des milliers de gobelins à la fois. En atteignant le sommet du bâtiment, il remarqua des centaines de gobelins marchant vers Ryu qui se tenait debout, imperturbable. Il pensa que Ryu finirait par fuir la queue entre les jambes, et ce serait un spectacle à voir. La horde de gobelins assoiffés de sang se précipita vers Ryu en criant, mais Ryu, aussi calme que jamais, sans transpirer, en un éclair trancha tous les gobelins. Il ne s'arrêta pas là, comme une machine à tuer, il continua à découper chaque gobelin en petits morceaux avec une grande force, montrant une force et une précision impressionnantes. Le tatoué, quant à lui, resta bouche bée, il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Puis il pensa que Ryu devait avoir une classe, ce qui expliquait pourquoi il était si fort. Après avoir obtenu sa propre classe, il serait capable de battre cet arrogant. Avec cette pensée, le tatoué partit tuer quelques gobelins pour monter de niveau et obtenir une classe. Il commença à tuer un gobelin à la fois sans problème, pensant qu'il obtiendrait bientôt une classe. Soudain, une flèche siffla dans les airs, manquant de peu son visage. Il réussit à en esquiver la plupart, mais la flèche érafla une petite partie de son oreille. Enragé, il commença à chercher la personne responsable, mais dans la foule chaotique de joueurs, il était impossible d'identifier le tireur. Furieux, le tatoué déclara qu'il ne savait pas qu'il avait attaqué, mais une fois qu'il trouverait le coupable, il lui arracherait la peau. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, il ressentit une douleur perçante et se retourna. Le gars à la lance avait déjà enfoncé sa lance dans son ventre. Fou de rage, le tatoué saisit la lance plantée dans son ventre et planta son poignard dans le gars à la lance, le tuant instantanément. Cependant, ce n'était que le début. Il a encore été la cible d'une autre flèche, cette fois le coupable était en évidence. En réponse, le tatoué armé de la lance décida de répondre violemment, il perfora la tête de l'archer.
Un par un, les autres joueurs commencèrent à vouloir l'attaquer, et il se retrouva seul à se défendre désespérément. Même s'il parvenait à survivre à cette bataille, il n'avait pas tué assez de monstres pour éviter une mort automatique à la fin de la manche. Au milieu du chaos, il repéra un joueur de type barbare, Black Flame Dragon, classé 3e dans le jeu. Avec un sourire rusé, le tatoué utilisa son pouvoir de commandement sur lui, lui ordonnant de le protéger à tout prix. Pendant ce temps, Ryu faisait ce qu'il aimait le plus, harceler les gobelins. À ce stade, Ryu avait massacré 502 gobelins, et toutes ses statistiques avaient augmenté de 100% grâce à la pluie de massacres et au collier squelette. Ses statistiques avaient encore augmenté de 25%. Les autres joueurs avaient à peine réussi à se défendre contre les gobelins. Après une bataille infernale, la première vague était terminée, et il restait 3933 joueurs tandis que 936 joueurs étaient morts. Ryu s'approcha lentement du champ de bataille où les corps des joueurs morts étaient visibles. Il cherchait le tatoué, se demandant s'il était encore en vie. D'autre part, le tatoué était grièvement blessé, mais ses souffrances étaient loin d'être terminées. Les joueurs, n'étant plus distraits par les gobelins, commencèrent à attaquer le tatoué. Un joueur l'attaqua courageusement, mais son attaque fut rapidement écrasée par la force combinée du barbare et de Youngmin. Voyant cela, le tatoué fut reconnaissant d'avoir ses alliés pour le protéger. Grâce à son autorité de commandement, il réussit à survivre à la première manche. Puis, Youngmin demanda au tatoué s'il allait bien. Le tatoué plongé dans ses pensées, fut suivi par Youngmin, bien qu'il n'ait pas utilisé son autorité de commandement sur lui. Cependant, le tatoué commença à gémir de douleur car la blessure à son ventre était trop profonde et il saignait abondamment. Mais avant même qu'il ne puisse pousser un soupir de soulagement, la deuxième vague de gobelins commença à déferler vers eux. Les gobelins se ruèrent vers Ryu, qui avec une expression sérieuse, ne tarda pas à les trancher avec sa faux. Il continua à attaquer plusieurs gobelins en même temps. Les corps des gobelins morts s'accumulaient au sol. Le système le notifia alors qu'il avait atteint le niveau 20. Son rang était passé d'apprenti à régulier, il pouvait maintenant utiliser la fonction de combinaison. Essuyant sa sueur, il se réjouit d'avoir atteint le niveau 20, disant qu'il pouvait maintenant utiliser la fonction de combinaison pour créer des objets uniques introuvables dans la boutique. Puis, une autre fenêtre s'afficha devant lui, affichant des informations importantes. La première annonce concernait le renforcement du sceau de la mort, dont l'augmentation de rang avait maintenant été portée son renforcement de 100 à 120%. Ryu avait débloqué une compétence exclusive de faucheur appelée Nuit de la Mort, qui pouvait créer une nuit artificielle dans un rayon de 500 mètres. Combiner cette compétence avec les capacités de faucheur des ténèbres doublerait sa puissance d'attaque et augmenterait sa vitesse d'attaque de 50% pendant la nuit. C'était en effet une combinaison redoutable. Après avoir rapidement examiné l'écran, les gobelins se précipitèrent vers lui, poussés par leurs instincts sanguinaires. Il accueillit leur approche avec un sourire confiant, impatient de tester sa nouvelle compétence. D'un mouvement rapide, il activa Nuit de la Mort, plongeant la zone dans une obscurité impénétrable. Au milieu de cette obscurité, Ryu devint un faucheur de la mort, incarnant la précision et la rapidité. Il décapitait systématiquement les gobelins, semant le chaos parmi leurs rangs. Leur panique s'accrut alors qu'ils tentaient de fuir, mais d'un seul coup de faux, Ryu les trancha avec une facilité déconcertante. Lorsqu'il se retourna, un tas macabre de cadavres de gobelins témoignait de son efficacité mortelle. Le système annonça la fin de la deuxième vague, offrant à Ryu un moment de répit. Saisissant l'opportunité, il ouvrit sa boutique en jeu, impatient de dépenser l'or gagné lors de son massacre de gobelins. Il investit dans la compétence de localisation précise, qui lui accordait la capacité de sentir chaque particule dans un rayon de 30 mètres. Avec cette nouvelle compétence, il était bien préparé pour l'arrivée de la troisième vague de gobelins. Alors que la troisième vague approchait, Ryu resta impassible, les yeux fermés, se déplaçant sans effort à travers les gobelins. Il les tranchait comme j'écris mes résumés de manhwa. Après des efforts individuels et collectifs, ils ont pu passer la troisième vague avec 342 joueurs perdus. Lors de la quatrième vague, le tatoué avait abusé de sa compétence de commandement pour se protéger. Et après un combat acharné contre la horde, toujours plus nombreuse, ils ont pu passer la vague avec 301 joueurs de perdus. C'était un véritable enfer pour les joueurs, les vagues d'attaque ne faisaient que se succéder en leur laissant peu de temps de repos. Pendant ce temps, le tatoué se trouvait dans une situation désespérée, obligé de se défendre contre les gobelins tout en se protégeant malgré ses blessures graves. Concentré intensément sur le front et plongé dans la bataille devant lui, une éruption soudaine de cris derrière lui brisa sa concentration. Lorsqu'il se retourna, une vision horrifiante l'attendait, ses subordonnés étaient impitoyablement massacrés et un groupe de joueurs agressifs avançait, déterminés à mettre fin à ses jours. Des flèches pleuvaient sur lui et, dans une tentative désespérée de se protéger, il attrapa 2 de ses subordonnés et les utilisa comme boucliers humains pour bloquer les projectiles mortels. Désormais, seul lui et 3 autres étaient encore debout face à un groupe de joueurs prêts à les tuer. Réalisant qu'il ne pouvait pas gagner cette bataille, le tatoué prit une décision rapide, fuir.
Il se mit à courir avec les joueurs qui le collaient aux fesses. Son seul objectif était de survivre 1 heure de plus. S'il y parvenait, il passerait au tour suivant, étant déjà parmi les 25% meilleurs. Cependant, les joueurs acharnés qui le poursuivaient avaient d'autres plans et étaient déterminés à ne pas le laisser vivre. Dans sa fuite désespérée, le tatoué rencontra Ryu plus loin. La panique le submergea et il se précipita vers Ryu, prêt à accepter n'importe quel marché que Ryu proposerait. Il était prêt à tout faire, du léchage des pieds, à tuer quiconque pour lui, mais Ryu le regarda simplement avec un regard froid et meurtrier, déclarant fermement qu'il refusait d'accepter le tatoué. Le visage du tatoué exprima la stupéfaction alors que Ryu expliquait qu'il avait déjà précisé plus tôt qu'il se fichait de savoir si le tatoué vivait ou mourait, cela ne le concernait pas. Alors que Ryu se préparait pour un autre tour de harcèlement des gobelins, le tatoué ne put contenir son désespoir plus longtemps, il se mit à crier, suppliant Ryu de le sauver. En réponse, Ryu déclara calmement qu'il aurait envisagé de prendre le tatoué sous son aile s'il n'avait pas déjà utilisé toutes ses charges de compétences d'autorité. Mais maintenant aux yeux de Ryu, le tatoué n'était rien de plus que de la poubelle. En entendant cela, le tatoué ressentit une montée de frustration et de désespoir. Ne sachant que faire, les autres joueurs derrière eux commencèrent à rire joyeusement, soulagés que le faucheur noir ne soit pas intervenu pour sauver le tatoué. Dans un accès de rage intense et de détermination, le tatoué sortit son poignard, tenant son ventre blessé de l'autre main, il cria, jurant d'emporter au moins 10 personnes avec lui avant de rencontrer sa fin. Cependant, Youngmin apparut derrière lui et, d'un ton préoccupé, assura au tatoué qu'il était là pour l'aider. En voyant Youngmin, le visage du tatoué s'illumina de bonheur et il sourit largement. Il exprima sa confiance que Youngmin viendrait à son secours et promit de le récompenser généreusement une fois qu'il aurait survécu à cette manche. Cependant, Youngmin, étant encore plus un sac à merde que le tatoué, lui asséna un couloir au crâne, le faisant voler en arrière avec le nez cassé. Ensuite, Youngmin attrapa le tatoué par le col alors que ce dernier souffrait, grinçant des dents. Youngmin lui donna un autre couloir au visage, le faisant cracher du sang, mais Youngmin, étant encore plus un bel enfoiré, commença une série de coups puissants sur le visage du tatoué. Après quelques centaines de coups, le tatoué gisait maintenant au sol, du sang coulant de son nez, de ses oreilles et de sa bouche, son œil était blessé, et sa vision devenait floue alors que Youngmin le regardait avec un sourire malveillant, mais ce n'était pas suffisant. Alors, Youngmin leva son pied haut, et de toutes ses forces, écrasa la tête du tatoué. Le système notifia au jeune homme qu'il avait tué le chef de la zone. Il devint alors le nouveau chef de la zone avec la compétence d'autorité. Voyant Youngmin couvert du sang du tatoué, il cria d'excitation, disant qu'il était maintenant le roi de cette zone. Youngmin commença à rire malicieusement, et la première chose à laquelle il pensa fut qu'avec la compétence d'autorité, il pouvait contrôler Harin et faire ce qu'il voulait de son corps. En regardant le corps sans vie du tatoué, il dit qu'il utiliserait bien la compétence d'autorité et que le tatoué pouvait maintenant reposer en paix. Youngmin se retourna fièrement vers ses amis, il leur dit qu'il avait promis de tuer cet enfoiré, et ses amis répondirent avec hésitation qu'il était heureux pour lui. Cependant au fond d'eux, ils avaient un peu peur car Youngmin devenait de plus en plus psychopathe et pervers jour après jour. En voyant le sang du tatoué couler des mains du jeune homme, ils furent encore plus terrifiés. Les autres joueurs commencèrent aussi à murmurer, réalisant que Youngmin était en effet le plus grand bel enfoiré de l'univers. Son objectif dès le départ était de tuer le tatoué, ce qui explique pourquoi il avait rejoint son équipe, et maintenant qu'un type comme lui était devenu le chef de la zone, tous les joueurs étaient furieux. Ils dirent qu'ils devaient le tuer parce que laisser un type comme lui en vie réduirait leurs propres chances de survie. Mais Youngmin, pour une raison quelconque, n'avait pas peur du tout. Il riait simplement avec un sourire arrogant. Voyant son sourire arrogant, tous les joueurs se préparèrent à l'attaquer. Soudainement, Youngmin, toujours avec un sourire confiant, se mit à courir quelque part, choquant tout le monde. Et devinez quoi? Il se mit à courir vers le faucheur noir, criant son nom et lui demandant précipitamment s'il avait vu comment il avait tué le tatoué et était devenu le chef de la zone, et qu'il avait même la compétence d'autorité. Ensuite, Ryu demanda « Et alors ?» Youngmin, tapant fièrement sur sa poitrine, demanda à Ryu s'il avait fait une offre pour protéger le tatoué à cause de sa compétence d'autorité. Il expliqua qu'il avait la compétence d'autorité et promit à Ryu qu'il ferait tout ce qu'il demandera. Il pourrait même essuyer les fesses de Ryu si nécessaire. Youngmin, après avoir dit cela, était très heureux, pensant que Ryu accepterait son offre car il avait la compétence d'autorité. Mais Ryu, avec un visage agacé, répondit qu'il n'aimait pas l'attitude de Youngmin, ce qui stupéfia ce dernier. Ryu continua en disant que si Youngmin se mettait à genoux et suppliait, alors peut-être qu'il pourrait y réfléchir. En entendant cela, Youngmin fut confus et, dans un état de confusion, demanda à Ryu s'il avait bien entendu qu'il avait la compétence d'autorité et qu'il pouvait l'utiliser 10 fois. Ryu répondit en disant qu'il le savait, mais que Youngmin devait mal comprendre quelque chose, car celui qui était en situation désespérée était lui, pas Ryu. Ryu lui demanda s'il pensait vraiment qu'il avait besoin de la compétence d'autorité, ne pourrait-il pas l'obtenir en le tuant?
Ryu, avec un sourire bienveillant, expliqua qu'il voulait juste protéger le tatoué parce qu'il était un bel enfoiré et qu'il voulait le taquiner et l'humilier devant tout le monde à la place de la protection. Youngmin, étant encore plus un bel enfoiré, devait mériter sa protection, alors il devait se mettre à genoux et aboyer comme un chien de foie. En se retournant, Youngmin vit tous les joueurs le regardant comme des chiens affamés prêts à le dévorer. Réalisant la situation désespérée dans laquelle il se trouvait, Youngmin se tourna vers Ryu, et après avoir pris une grande inspiration, il s'agenouilla devant lui en disant qu'il était l'esclave de Ryu et aboya comme un chien. Ryu fixa Youngmin tandis qu'il aboyait comme un chien. Pendant un moment il affichait un regard satisfait, tout en pensant qu'il ne se souciait vraiment pas du tatoué. Mais, contrairement au tatoué, Youngmin avait une certaine valeur, et il avait des plans futurs pour lui. Cependant, avant cela, il voulait le tourmenter à sa guise. Après que Youngmin eut supplié comme un chien, Ryu accepta finalement de le prendre sous son aile. En entendant cela, Youngmin se prosterna avec un visage surpris, remerciant Ryu sans cesse. Ryu, avec un regard agacé et dégoûté, déclara que si Youngmin osait même penser à le trahir comme il l'avait fait avec le tatoué, il le découperait en petits morceaux et les donnerait à manger aux chiens. Avec cette menace, Ryu affichait une aura majestueuse et se dirigea vers les autres joueurs, les laissant dans un état de confusion. Il se demandait ce qui se passait et si Ryu protégerait vraiment Youngmin. Quelques individus imprudents envisagèrent même d'attaquer Ryu et Youngmin ensemble, mais un sage parmi eux paniqua, avertissant les autres de ne même pas penser à attaquer Ryu. Il rappela comment Ryu avait massacré 100 gobelins en une seule fois et souligna qu'il ne pouvait pas défier un adversaire aussi redoutable. Avant que le sage ne puisse terminer sa phrase, Ryu parla fort, demandant si certains d'entre eux voulaient l'attaquer. Cela envoya des frissons dans leur dos, et Ryu continua avec une expression sérieuse. Il leur présenta deux options. La première, ils pouvaient aller tuer des gobelins pour atteindre le top 25% et survivre à ce tour. Puis, avec une grande force, il pointa sa faux noire vers les joueurs, et avec un regard mortel annonça qu'ils pouvaient choisir de mourir, et cela ne le dérangerait pas. Il ajouta même en plaisantant que cela lui donnerait un bon échauffement avant l'arrivée de la prochaine vague de gobelins. Après avoir entendu les commandements de Ryu, tous les joueurs rangèrent immédiatement leurs armes et paniquèrent de peur. Ils se mirent à courir loin de Ryu comme si leur vie en dépendait. Pendant ce temps, Youngmin était simplement émerveillé, il ne pouvait s'empêcher d'admirer comment un seul mot de Ryu pouvait envoyer tous les joueurs dans un état de terreur, les faisant fuir comme des rats effrayés. Youngmin se mit à rire et jeta un regard complice à Ryu, réalisant que lorsqu'il était l'ennemi de Ryu, il avait aussi été témoin de la terreur que Ryu pouvait inspirer. Maintenant, il se sentait en sécurité avec Ryu à ses côtés. Pendant que Ryu observait les joueurs combattre les gobelins, il ne pouvait s'empêcher de sourire intérieurement. Il pensa qu'il avait maintenant tout ce qu'il voulait et pouvait enfin commencer son grand plan. Ryu appela Youngmin, qui s'approcha joyeusement de lui en l'appelant monsieur. Ryu, d'une voix grave, fit une demande sérieuse. Il demanda au jeune homme d'utiliser ses 10 compétences d'autorité pour briser la relique pourpre que tous les joueurs protégeaient. Youngmin fut choqué par cette commande. Il se rappela que l'ange leur avait ordonné de protéger la relique à tout prix et que l'échec entraînerait une lourde pénalité. Youngmin était frustré et perplexe, se demandant pourquoi Ryu lui ordonnait de briser la relique. Utiliser ses 10 compétences d'autorité signifierait aussi qu'il ne pourrait pas contrôler Harin ni se livrer à des activités lubriques avec elle. Youngmin hésita, se grattant la tête, et demanda à Ryu pourquoi il devait briser la relique. La réponse de Ryu fut ferme, ordonnant au jeune homme de se taire et d'obéir à ses ordres. Youngmin fit alors une demande, demandant s'il pouvait utiliser seulement 9 de ses compétences et en garder une, car il avait d'autres plans pour celle-ci, mais Ryu répondit d'un ton froid, précisant qu'il ne se répéterait pas et que Youngmin devait faire ce qu'on lui demandait s'il ne voulait pas mourir. Avec une expression triste, Youngmin accepta et assura à Ryu qu'il avait compris. Ensuite, Ryu fit une autre révélation choquante, déclarant qu'il dicterait maintenant sur qui Youngmin devait utiliser la compétence d'autorité. Tandis que Ryu commençait à énumérer les noms, Youngmin réalisa que c'étaient tous les noms de ses amis. Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi tous ses amis figuraient sur la liste des personnes sur lesquelles il devait utiliser sa compétence de commande. Youngmin s'excusa auprès de ses amis, expliquant qu'il ne pouvait pas refuser les ordres de Ryu. Il utilisa sa compétence d'autorité, prononçant les noms de ses amis un par un. Un étrange symbole pourpre apparut sur la tête de ses amis et ils commencèrent à être contrôlés mentalement avec la commande finale de briser la relique. Ils succombèrent au contrôle mental. Soudain, une notification système apparut devant tous les joueurs, annonçant que la relique était attaquée. Choqués et paniqués, les joueurs se tournèrent vers la relique et virent 10 personnes la brisant. En état de panique, ils se précipitèrent pour arrêter la destruction. Certains joueurs réussirent à capturer quelques coupables tandis que d'autres furent tués dans le chaos. Cependant, avant que les joueurs ne puissent prendre d'autres mesures, une fissure se forma dans le cristal, et avec un fracas retentissant, il se brisa en petits morceaux. Une grande fenêtre système apparut, annonçant que la relique avait été brisée et qu'il avait échoué à la quête principale.
En guise de pénalité, l'agent de la punition divine serait invoqué pour tenter de tuer tout le monde pendant 30 minutes. Après cela, le tour sera terminé. Une vague d'horreur et de panique enveloppa la zone alors que les joueurs sentaient l'atmosphère pesante avec la gravité de la situation. Ils se demandaient qui était cet agent de la punition divine et ce qu'il devait faire ensuite. Pendant ce temps, Ryu se tenait avec sa faux noire, arborant un léger sourire, confiant que tout se déroulait selon son plan. Une fenêtre système apparut devant tout le monde, annonçant qu'une quête secondaire allait commencer. Elle stipule que tous les joueurs recevraient 3000 pièces d'or en survivant à l'attaque de l'agent de la punition divine. En contemplant cette offre, les joueurs réalisèrent que recevoir 3000 pièces d'or pour avoir survécu aux 30 minutes de punition était une meilleure affaire que les 2000 pièces d'or qu'ils recevaient pour avoir protégé la relique. Cette prise de conscience apporta un certain optimisme parmi les joueurs. Cependant, Ryu remarqua les joueurs naïfs se réjouissant et commença à penser qu'une récompense plus grande indiquait une menace plus significative à venir. Il réfléchit aussi à la raison pour laquelle il n'avait pas brisé la relique lui-même. Une grande notification système apparut dans le ciel, déclarant que les 10 joueurs qui avaient attaqué la relique recevraient une pénalité substantielle, soit une réduction de 50% de toutes leurs statistiques. En entendant cela, les amis de Youngmin restèrent sans voix. Certains se sentirent déprimés tandis que d'autres étaient en colère et commencèrent à maudire Youngmin, le blâmant pour leur situation. Youngmin ne put que répondre par un simple désolé, ne sachant pas qu'une telle pénalité leur serait infligée. Cependant, au fond de lui, il ressentit un léger soulagement car aucune pénalité ne lui avait été appliquée. Mais avant qu'il ne puisse terminer de traiter cette information, une notification système apparut devant lui, déclarant que, puisque le chef de la zone n'avait pas pu protéger la relique de la destruction, les statistiques du chef de la zone seraient également réduites de 50% de façon permanente. Au début, Youngmin prit son temps pour comprendre cette information, mais quand il réalisa ce qui venait de se passer, il explosa de colère. Il se mit à donner des coups de pied aux objets environnants. Ses amis le maudirent tandis qu'il déversait sa frustration. Pendant ce temps, Ryu appréciait la scène qu'il avait planifiée depuis le début pour rendre la vie de Youngmin infernale, tout comme Ryu l'avait vécu lui-même. Sans perdre de temps, Ryu ouvrit la boutique du système et acheta une capuche et des bottes d'assassin avec le reste de son or, ce qui augmenta légèrement sa vitesse de déplacement. Il rouvrit ensuite sa fenêtre de combinaison, une fonctionnalité qu'il avait obtenue après avoir atteint le niveau 20, lui permettant de fusionner des cristaux avec son équipement pour obtenir des bonus de statistiques et des capacités. Il commença le processus en plaçant le collier de squelette dans la fenêtre de combinaison et le combine avec la pierre de mana. Le système notifia à Ryu que la combinaison avait réussi et toutes ses statistiques augmentèrent de 1. Il répéta ce processus pour toutes ses pierres de mana, obtenues après avoir tué les gobelins, améliorant ainsi tout son équipement. Alors que Ryu terminait ses préparatifs, un vent glacé balaya soudainement la zone, semant la panique parmi tous les joueurs. Youngmin et son groupe étaient encore plus paniqués car leurs statistiques avaient déjà été réduites de 50%. En revanche, Ryu resta calme et serein, attendant l'arrivée du punisseur divin. Il savait que même pour le punisseur divin, il ne serait pas facile de le vaincre. Dans sa vie précédente, il y avait eu une fois où ils avaient échoué à protéger la relique, et seulement 500 joueurs avaient survécu en fuyant le punisseur divin. Cependant, Ryu n'était pas là seulement pour lui-même. Il était en mission pour transformer chaque être saint en une entité profane, et le punisseur divin était le prochain sur sa liste. Soudain, avec un son retentissant, une grande fissure se forma dans le ciel, et de cette fissure, un ange avec de grandes ailes lumineuses portant une capuche et tenant un grand bâton doré avec une aura glaciale apparut. Le punisseur divin descendit lentement vers le sol, levant son bâton vers le ciel. Sous sa capuche, 2 yeux effrayants fixaient les joueurs tandis qu'il demandait s'ils avaient des dernières paroles. La seconde suivante, il tapa son bâton sur le sol, faisant trembler toute la terre. Tous les joueurs furent frappés par une pression immense et pouvaient à peine se tenir debout, tandis que Ryu regardait le punisseur divin, le voyant déjà comme sa prochaine victime divine. Ensuite, une vague d'énergie violette commença à couvrir toute la zone, et le système notifia à tout le monde que l'agent de punition divine avait créé un champ de restriction. Pendant que les joueurs tentaient de fuir, l'aura violette forma une barrière les empêchant de quitter la zone. Ils paniquèrent et eurent peur en essayant de briser la barrière, mais leurs efforts furent vains. Une autre notification du système apparut, frappant tous les joueurs avec la nouvelle selon laquelle les statistiques de ceux à l'intérieur de la barrière seraient réduites de 50%. Ryu observa cela de l'extérieur de la barrière, réalisant que 300 personnes étaient maintenant piégées à l'intérieur et qu'il ne pouvait pas briser la barrière pour les sauver. Le punisseur divin commença à rire, et avec un geste de sa baguette, des milliers de flèches d'aura violette se formèrent autour de lui. Ryu, avec une expression attristée, se détourna des 300 joueurs et dit « Alors, ça commence ». Le punisseur divin lança son attaque vers les 300 joueurs à l'intérieur de la barrière. Chaque flèche trouva sa cible sans pitié. Malgré les tentatives des joueurs de fuir, se cacher ou se défendre, les flèches les abattirent impitoyablement.
Ensuite, Ryu expliqua que sous le domaine du punisseur divin, celui-ci pouvait contrôler pleinement l'espace et utiliser ses flèches comme des extensions de son propre corps, garantissant que ses flèches toucheraient l'ennemi quoi qu'il arrive. Ryu se positionna au bord de la barrière, déclarant que ce n'était pas un problème pour lui car il avait combattu le punisseur divin d'innombrables fois auparavant. Se tenant juste derrière le punisseur divin, Ryu expliqua que maintenant qu'il était positionné derrière lui, le punisseur divin ne pouvait pas le voir. Le punisseur divin n'avait pas d'oreille et ne pouvait percevoir que tous ceux qui se trouvaient dans sa barrière. Avec cet avantage, dès que la barrière se leva, Ryu, tel un serpent venimeux, bondit avec une intention mortelle. Il utilisa son sceau de la mort sur le punisseur divin, et avant que celui-ci ne puisse réagir en se retournant, Ryu enfonça sa faux noire dans l'œil droit du punisseur divin, le faisant éclater comme une cerise. Du sang doré éclaboussa partout, et le punisseur divin commença à crier de douleur. Ryu atterrit élégamment au sol, et derrière lui, le punisseur divin continuait de hurler. En un seul coup, Ryu avait déjà drainé 40% de la santé du punisseur divin. Puis, Ryu se mit soudainement à courir, et en colère le punisseur divin tapa son bâton sur le sol, initiant la formation de son expansion de domaine. À ce stade, Ryu avait déjà mémorisé tous les schémas d'attaque du punisseur divin. Avant que la barrière ne puisse le piéger, Ryu était déjà à l'extérieur, se tenant derrière le punisseur divin dans son angle mort. Ryu expliqua que dès que le punisseur divin verrait que personne n'était piégé sous sa barrière, il la relâcherait. Pendant la libération de la barrière, le punisseur divin ne pourrait pas attaquer pendant 2 secondes, et Ryu n'a besoin que de ces 2 secondes. Dès que la barrière se leva, Ryu, avec un regard sérieux, se précipita vers le punisseur divin. Il sauta haut, en faisant appel à sa faux noire, et d'un coup rapide, il trancha le dernier œil du punisseur divin comme une tomate dorée. Le jus doré éclaboussa tout autour, et maintenant le punisseur divin vivait une douleur atroce. C'était la première fois en 500 ans que quelqu'un lui infligeait ne serait-ce qu'une égratignure. Il ne savait même pas ce qu'était la douleur, et maintenant ses 2 yeux étaient percés. Au moment où Ryu atterrissait lentement au sol, le punisseur divin pleurait toujours de douleur comme un bébé. Dans une colère immense, avant que Ryu ne puisse quitter son domaine, le punisseur divin lança son extension de domaine, piégeant ainsi Ryu sous la barrière et réduisant toutes ses statistiques de 50%. En sentant que Ryu était piégé sous sa barrière, le punisseur divin commença à rire, déclarant maladroitement qu'il tuerait Ryu en lui transperçant les oreilles et chaque orifice avec des milliers de flèches. Mais Ryu restait là avec un air confiant et un léger sourire, disant que sans ses yeux, il ne pourrait plus lancer ses flèches d'aura sur un ennemi. Il expliqua que le punisseur divin devait d'abord voir son ennemi et le marquer, et seulement alors l'attaque toucherait automatiquement l'ennemi. Maintenant, sans ses yeux, il n'était rien de plus qu'une carcasse vivante. Dans son dernier cri, le punisseur divin chargea son attaque ultime. Il invoqua des milliers de lances de foudre couvrant toute la barrière avec elle, mais Ryu en avait assez de jouer avec lui. En un instant, il sauta, activa sa faux noire, et activa le sceau de la mort sur le punisseur divin. Grâce à son collier de squelette et au titre qu'il avait gagné en tuant l'ange, ses statistiques étaient maintenant 7,5 fois plus puissantes, et d'un seul coup, Ryu trancha l'aile gauche du punisseur divin. Ce dernier, toujours aveugle, tenta de contre-attaquer, mais Ryu esquiva habilement. Utilisant le bâton du punisseur divin, il sauta encore plus haut dans le ciel, ce qui lui permit d'esquiver l'attaque. Une fois de plus, d'un coup rapide, il trancha la dernière aile du punisseur divin. Tandis que Ryu atterrissait avec agilité au sol, le punisseur divin était déjà dans une douleur immense. Il resta debout en silence, se demandant ce qui se passait. Son travail était censé être de massacrer les joueurs pendant 30 minutes et de les torturer à sa guise, mais cela ne faisait pas partie du script. Il faudrait qu'il aille voir le responsable du casting. Soudain, le punisseur divin commença à trembler et à marmonner quelque chose. Ryu se mit immédiatement à courir loin de lui. Maintenant, le punisseur divin était furieux, et d'une voix profonde, il menaça Ryu, disant qu'il ne savait pas qui était Ryu, mais qu'il le découperait en morceaux et les donnerait à manger aux chiens sacrés. Ryu n'aurait pas la paix, même dans la mort. Une notification du système informa alors tout le monde que le punisseur divin avait activé sa compétence passive, devenant invincible et doublant toutes ses statistiques en 10 minutes. De son côté, Ryu observa cela, réalisant que c'était pourquoi il avait crevé les yeux du punisseur divin avant de le tuer. Quand le punisseur divin devenait invincible, sans ses yeux, il n'était qu'un sac de frappe puisqu'il ne pouvait attaquer ses adversaires qu'en les voyant. Avec un cri fort, le punisseur divin agita son bâton, et de multiples petits portails violets apparurent autour de lui. Des frappes lumineuses mortelles commencèrent à pleuvoir partout sous la barrière, essayant d'atteindre Ryu. Cependant, avec toutes ses statistiques multipliées par 7,5, Ryu esquiva facilement toutes les attaques avec un sourire sur le visage. Enfin, le moment arriva où l'invincibilité du punisseur divin prit fin. Ryu se précipita immédiatement vers le punisseur divin, et avant que celui-ci ne puisse bouger d'un pouce, Ryu lui trancha la tête d'un coup sec.
Du sang doré commença à jaillir comme une fontaine, et Ryu se tenait là avec un air satisfait sur le visage. Le système notifia à Ryu qu'il avait tué le punisseur divin et qu'il avait monté de niveau 3 fois, gagnant un total de 12 200 pièces d'or. En tant que premier de l'histoire à tuer un punisseur divin, Ryu a gagné le titre de celui qui s'oppose aux divinités. Grâce à ce titre, lorsqu'il combattra un être divin, il subira 80% de dégâts en moins de leur part. Maintenant, Ryu se tenait à côté du punisseur. Il avait finalement transformé le punisseur divin en une boisson énergisante divine, mais ce n'était pas la fin. Le système a notifié Ryu qu'une récompense supplémentaire serait accordée, car il n'avait même pas reçu une seule égratignure des attaques du punisseur divin. Juste comme ça, 2 objets apparurent dans la main de Ryu. Le premier objet était la compétence Radiance, et sans perdre de temps, Ryu serra le poing, brisant le sceau et commença à absorber la compétence. La deuxième récompense était de l'éther condensé. Ryu expliqua que c'était de l'éther condensé, et malgré toutes les compétences en or et les niveaux qu'il avait gagnés, la principale raison pour laquelle il avait vaincu le punisseur divin était pour cet objet. C'était un matériau important pour fabriquer un objet de rang divin. Enfin, il absorba avec succès la compétence Radiance. Avec cette compétence, il avait maintenant une capacité passive pour augmenter son intelligence d'un point à chaque niveau, et toutes ses compétences de type divin recevraient un boost de 1% à chaque niveau. Cela signifiait qu'étant maintenant au niveau 30, il aurait automatiquement 30 points d'intelligence, et il en serait de même pour ses compétences de type divin. Maintenant que le punisseur avait été transformé en merde sacrée, tout le monde applaudissait et appelait Ryu un monstre. Certains le qualifiaient même de sauveur, car il avait massacré le punisseur comme une simple légume. Alors que le corps du punisseur disparaissait, il y eut un bruit de fissure et un ange apparut de derrière. Émerveillée par ce qu'elle voyait, elle commenta avec un waouh. Entendant cela, tous les joueurs se retournèrent, choqués. L'ange flottait juste au-dessus de la tête de Ryu, tenant sa poitrine et parlant d'une voix douce en le louant. Elle ne pouvait pas croire qu'un humain avait réussi à tuer un punisseur, ceci même en le voyant de ses propres yeux. Cependant, Ryu s'en fichait complètement, il l'ignora carrément et vérifiait seulement ses statistiques. Remarquant que Ryu ne répondait pas, l'ange flottait en s'approchant de Ryu avec un sourire, et en ayant les bras croisés, elle suggéra de faire une interview. L'ange demanda comment lui est venue l'idée de tuer le punisseur alors que le système indiquait clairement que l'objectif était de survivre pendant 30 minutes. Ryu, sans se retourner et sans voir le visage de l'ange, répondit d'un ton froid qu'il avait tué le punisseur parce qu'il le voulait, tout simplement. L'ange demanda curieusement pourquoi Ryu avait pris le risque alors qu'avec ses compétences, il aurait facilement pu survivre à la manche sans risquer sa vie. Ryu expliqua que même s'il aurait pu survivre à la manche, il ne voulait pas supporter le fardeau de voir d'innombrables joueurs se faire massacrer devant lui alors qu'il y avait une chance de les sauver après avoir tué le punisseur. En entendant cela, tous les joueurs commencèrent à voir Ryu avec respect et admiration. Les joueurs pensaient que Ryu était une machine à tuer au cœur froid, mais derrière cet homme au cœur froid se cachait réellement une âme bienveillante. Entendant cela, l'ange se plongea dans une profonde réflexion, disant qu'un instant, les humains se tuent entre eux, et l'instant d'après, ils veulent se sauver les uns les autres. Les humains sont vraiment étranges. Mais ensuite elle détourna la tête, disant que ce n'était pas ses affaires. Ryu, avec un sourire chaleureux, pensa que ces êtres célestes ne comprendraient jamais les émotions humaines. Puis l'ange se racla la gorge pour attirer l'attention de tout le monde. Avec un sourire espiègle, elle annonça son intention de révéler les 25% meilleurs et d'éliminer les autres joueurs. Un énorme hologramme apparut devant tout le monde et en le voyant, chaque joueur fut stupéfait. Ryu avait tué à lui seul 3600 monstres, et en plus de cela, il était au niveau 30. Le deuxième joueur classé n'avait même pas tué 1000 monstres. Ryu était tout simplement trop monstrueux. Comme toujours, le système reconnut Ryu comme le joueur numéro 1 mondial et le récompensa d'un prix spécial, un coupon de sélection de bagues rares de grade intermédiaire. Ryu n'hésita pas une seconde et utilisa le coupon, 3 bagues apparurent devant lui. La bague du vent rapide, la bague de la magie azur et la bague de la résistance. Ryu choisit la bague de la résistance, qui augmentait sa chance de 4 et améliorait sa résistance de 30% contre les effets de statut. Ce choix était crucial car obtenir une résistance contre les effets de statut n'était possible qu'en se classant premier au 3e tour. Enfin, la récompense pour avoir été premier dans sa zone arriva comme toujours. Cette fois, Ryu décida de ne pas choisir le boost de 50% de statistiques, déclarant que dans le 4e tour, il n'y avait pas de monstre à tuer, rendant le boost de statistiques inutile. Au lieu de cela, il choisit 4000 pièces d'or. Pendant que Ryu était occupé à gérer ses statistiques, une voix glaçante et terrifiante retentit derrière lui. L'ange, avec une expression joyeuse, annonça que c'était l'heure de son jeu préféré, tuer les joueurs inutiles. Après quelques calculs, elle sourit et agita la main, et instantanément, les joueurs qui ne faisaient pas partie des 25% meilleurs commencèrent à disparaître lentement, subissant une douleur immense. Enfin, après des moments d'agonie et de détresse, ils moururent en hurlant.
L'instant d'après, nous vîmes Marine se réveiller dans son lit. Tout d'abord, elle vérifia son corps pour voir si elle avait des blessures. Ensuite, elle sortit lentement du lit, et d'un geste de la main, une petite créature mignonne apparut. Cette créature avait une tête d'abeille, des ailes de papillon et un corps d'oiseau. La créature se posa sur son épaule. Elle expliqua que cette créature mignonne était une fée. Grâce à elle, elle avait survécu à la 3e manche car la fée servait de bouclier pour la protéger et même soigner ses blessures. Elle sortit un cristal violet de son inventaire, disant qu'elle avait obtenu ce mystérieux cristal en tuant des monstres. Elle se tenait à côté de la fenêtre, se demandant si elle devait offrir ce cristal au faucheur noir, le bourreau des cœurs, et se demande s'il l'apprécierait. Un rougissement envahit son visage alors qu'elle pensait à ce que cela signifiait. Pendant ce temps, Young-min se réveilla en sursaut et attrapa sa lanterne qu'il jeta furieusement contre le mur, la brisant. Il transpirait et était clairement furieux car le système l'avait informé que la pénalité avait été appliquée. Maintenant, toutes ses statistiques avaient été réduites de 50% de manière permanente. Young-min était vraiment nerveux et inquiet en regardant son téléphone sonner dans sa main. C'était un appel de son ami, celui sur lequel il avait utilisé sa compétence d'autorité. Après avoir fixé l'écran de son téléphone un moment, il finit par répondre. D'une voix glaciale, il essaya de dire bonjour, mais son ami le coupa et commença à l'insulter, le traitant de fou. Young-min tentait toujours de faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passait et demanda à son ami de quoi il parlait. De l'autre côté du téléphone, son ami devenait de plus en plus frustré. Il ne put plus se retenir et éclata de colère. Il cria furieusement, en traitant Young-min de tous les noms. Il l'accusa de jouer la carte de l'innocent après avoir ruiné toute sa vie. Young-min, tentant de se justifier, répondit qu'il n'avait pas eu le choix car le faucheur noir lui avait donné l'ordre, et s'il n'avait pas obéi, il aurait été tué. Il prétendit donc qu'il n'avait pas eu d'autre choix. Son ami, toujours furieux, rétorqua qu'il aurait dû choisir de mourir plutôt que de nuire à ses amis. Il dit que quelqu'un qui, juste parce qu'il risquait de mourir, était prêt à nuire à ses amis, n'était pas un vrai ami. Young-min n'avait même pas essayé de trouver un moyen de convaincre le faucheur noir autrement ou d'explorer d'autres options. Au lieu de cela, il avait aveuglément suivi ses ordres et utilisé la compétence d'autorité, indiquant qu'il ne se souciait pas de ce qui arriverait à ses camarades et amis. Son ami ajoute que s'il voulait apprendre ce qu'était une vraie amitié, il devrait regarder Fairy Tail et que désormais, le jeune homme pouvait aller mourir dans un caniveau parce qu'ils n'étaient plus amis. Young-min écouta cela en silence, mais ensuite, avec une colère profonde, il tapa sur sa poitrine tout en s'adressant à son ami et répondit qu'il avait également été affecté, car ses statistiques avaient été réduites de 50% parce qu'il était le chef de zone et avait échoué à protéger le cristal. Cependant, son ami le coupa de nouveau et commença à crier après lui, l'accusant de jouer la carte de la victime. Son ami souligna que tout cela était arrivé parce qu'il était avide. Young-min était obsédé par l'obtention de la compétence d'autorité pour attirer Arin, et c'était tout ce dont il parlait. Son ami continua à l'insulter sans réserve, tandis que Young-min ne pouvait rien faire d'autre qu'écouter avec une expression ennuyée et frustrée. Puis Young-min essaya de dire quelque chose à propos de trouver un moyen de récupérer leurs statistiques, mais son ami le coupa de nouveau, et déclara que, comme il l'avait mentionné auparavant, Young-min pouvait bien aller mourir dans un caniveau, et à partir de ce jour, ils n'étaient plus amis. Son ami précisa que Young-min ne devait pas l'appeler ou essayer de le contacter. Il l'avertit que s'ils se rencontraient dans le monde réel ou dans l'autre monde, il pourrait être tenté de le tuer par colère. Avec cet avertissement final, son ami raccrocha, laissant Young-min debout, regardant son écran de téléphone en silence. Puis, avec frustration, il commença immédiatement à composer le numéro d'un autre de ses amis, déclarant qu'il commanderait à tous ses autres amis de broyer celui qui venait de l'appeler. Cependant, chacun de ses amis avait déjà bloqué son numéro, et il était incapable de contacter un seul d'entre eux. Frustré, Young-min jeta son téléphone sur son lit et le regarda avec colère. Il dit qu'il n'avait besoin de personne pour vivre sa vie. Seuls les cochons et les moutons errent en troupeau, tandis que les tigres se déplacent seuls. Il se considérait comme un tigre, même si ses statistiques avaient diminué de 50%. Serrant les dents, Young-min jura de déchirer chacun de leurs membres un par un, de les torturer jusqu'à ce qu'ils supplient de mourir et de les tuer, ensuite il les réduira en morceaux. À l'hôtel impérial où le démon divin séjournait, nous vîmes le garde du corps incliner poliment la tête devant le démon divin, assis dans son fauteuil de bureau. Il complimenta le garde du corps pour avoir passé la 3e manche et exprima son soulagement qu'il soit vivant. Cependant, le garde du corps, d'un ton poli, insinua qu'il avait simplement eu de la chance et qu'il avait passé la 3e manche parce que les monstres étaient affaiblis, ce qui facilitait leur gestion. Le démon divin demanda alors au garde du corps quel était son niveau actuel et s'il avait réussi à obtenir une classe. Le garde du corps répondit, toujours avec son ton poli, qu'il avait atteint le niveau 11 et qu'il avait eu la chance d'acquérir la classe de chevalier. Ensuite, le garde du corps mentionna qu'Arin avait également atteint le niveau 11, mais qu'elle avait obtenu une classe plutôt unique appelée invocateur.
En entendant le terme invocateur, le démon divin devint curieux et demanda au garde du corps d'expliquer cela en détail. Le garde du corps leva la main et, avec une expression sérieuse, commença à expliquer qu'au début, il avait lui-même été surpris. Maintenant, Arin pouvait invoquer de petites créatures appelées fées, qui pouvaient lancer des sorts magiques. Ces sorts pouvaient faire des choses comme utiliser des compétences telles que la protection, le bouclier ou même soigner des blessures mineures. Grâce à la capacité d'Arin, il a réussi à chasser et à survivre à la 3e manche. Le démon divin écouta en silence et après un moment de réflexion, il sourit et dit au garde du corps qu'il devrait maintenir une relation étroite avec Arin parce qu'elle semblait avoir une classe vraiment intéressante et qu'à l'avenir, elle pourrait devenir une personne très forte et importante. Le démon divin suggéra également que si le garde du corps le souhaitait, il pourrait même sortir avec Arin car elle était en fait une très belle femme. Ainsi, si le garde du corps parvenait à devenir affectueux avec Arin, elle serait toujours avec eux et leur équipe pour devenir plus forte parce qu'il avait besoin de plus de classés puissants, car la terre ne serait plus paisible à l'avenir. En entendant cela, le garde du corps devint un peu embarrassé, disant qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il était puceau et n'avait pas le courage d'être romantique, surtout avec Arin, il manquait simplement de confiance. Cependant, le démon divin, avec un rire, lui dit qu'il plaisantait juste à propos de la partie des rendez-vous, car il n'avait pas vu le garde du corps rire depuis longtemps. Mais en voyant le garde du corps devenir timide, cela indiquait qu'il avait des sentiments pour Arin. Le démon divin décida de mettre fin à la plaisanterie et les exhorta à discuter des questions sérieuses à portée de main. Le garde du corps inclina la tête et commença à expliquer, en s'excusant d'abord, affirmant qu'il n'avait pas réussi à exécuter l'ordre du démon divin d'aider et d'approcher le faucheur noir. De plus, il n'avait pas pu délivrer le message qu'il lui était destiné. Le garde du corps s'assit sur un canapé et entreprit de raconter tout ce qui s'était passé pendant la 3e manche, en commençant par la mort de La vie est un documentaire et en couvrant tous les événements. Le démon divin écouta attentivement avec une expression sérieuse, gardant le silence tout au long du récit. Après que le garde du corps eut tout expliqué, le démon divin resta pensif, posant sa main sur son menton. Il remarqua qu'à en juger par la description du garde du corps, le punisseur divin semblait être une entité puissante, et même lui, le démon divin, n'aurait pas eu suffisamment de confiance pour l'affronter seul. L'atmosphère devint sombre. Hésitant, le garde du corps continua, suggérant que des individus comme le faucheur noir, qui étaient exceptionnellement forts et autonomes, avaient souvent des égos significatifs, rendant presque impossible toute collaboration avec eux. Le démon divin resta silencieux, arborant une expression sérieuse, contemplant les informations. Il commença à penser que les statistiques du faucheur noir devaient dépasser leur imagination, et sa classe de dieu de la mort semblait incroyablement redoutable, à tel point que le démon divin ressentait un sentiment de honte en se considérant forte avec sa classe unique de chevalier noir. Avec de la détermination dans les yeux, il souhaitait rencontrer le faucheur noir face à face et avoir une conversation virile. Puis, toujours en maintenant son expression sérieuse, le démon divin répondit que ce n'était pas de sa faute, et qu'il ne pouvait pas le tenir responsable de l'échec de la mission. Le garde du corps s'excusa de nouveau pour son échec dans la mission, et le démon divin, tout en prenant une gorgée de son whisky froid avec son air sérieux habituel, détourna la conversation sur le faucheur noir et demanda des nouvelles sur la traque des voyous qui avaient tenté de harceler Arin. Le garde du corps répondit en mentionnant que le chef avait un surnom, Youngmin, bien qu'il ne soit pas clair si c'était son vrai nom. Le défi était qu'il y avait des milliers de personnes portant le nom de Youngmin dans le monde entier, rendant presque impossible de tous les retrouver. Cependant, en supposant qu'il avait une vingtaine d'années et ressemblait à son apparence réelle, ils avaient réduit la recherche aux Coréens, réduisant ainsi le nombre de suspects à 5 individus. En entendant cela, le démon divin s'enquit des emplacements actuels de ces 5 personnes. Le garde du corps, toujours nerveux, expliqua qu'il faudrait un certain temps pour déterminer leurs adresses exactes en raison de la situation mondiale actuelle causant des retards dans le processus d'enquête. Tenant son whisky avec une expression déçue, le démon divin remarqua qu'il ne pourrait pas localiser cet individu avant la 4e manche, même s'il était impatient de les confronter. Le garde du corps remplit le verre du démon divin de plus de whisky et le rassura qu'il n'y avait pas besoin de se précipiter et qu'ils pouvaient prendre leur temps. Le démon divin demanda ensuite au garde du corps combien d'or il avait en réserve, et le garde du corps mentionna qu'il avait 10 000 pièces d'or. Le démon divin jugea cela sûr et expliqua qu'il y avait une compétence appelée trac disponible dans la boutique pour 20 000 pièces d'or, que le garde du corps devrait apprendre dès qu'il aurait assez d'or. Le garde du corps acquiesça et exprima sa détermination à acquérir la compétence, puis avec hésitation, il appela le démon divin et mentionna qu'il avait oublié de mentionner un détail important. Il expliqua que le mois dernier, un individu avait acheté un nombre important d'actions dans sa compagnie. Le démon divin, gardant son air sérieux habituel, s'enquit de la compagnie en question. Le garde du corps répondit qu'il s'agissait de la société principale, Ivan Lee Diamond Consulting, pour laquelle il avait travaillé activement ces dernières semaines.
Le démon divin marqua une pause, puis posa son verre de whisky sur la table et demanda la quantité d'actions que la personne avait acquises. Le garde du corps révéla que l'individu avait acheté toutes les actions disponibles sur le marché, détenant maintenant 31% de l'ensemble de l'entreprise. En entendant cela, l'expression habituellement sérieuse du démon divin laissa place à un léger choc. Il s'exclama incrédule, se demandant comment une seule personne avait pu acheter 31% de toute une entreprise. Le démon divin s'assit sur le canapé, profondément pensif, contemplant la valeur marchande de Ivanly Diamond Consulting, qui s'élevait à 720 millions de dollars américains. Pour acquérir 31% de l'entreprise, quelqu'un avait investi la somme stupéfiante de 212,8 millions de dollars américains. Il se demanda qui pouvait être cet individu riche et s'il pouvait s'agir de l'un de ses frères. Après avoir réfléchi un moment, son expression redevint sérieuse, et il conclut que quelqu'un qui avait acheté une telle part significative avait probablement l'intention de s'impliquer directement dans la gestion de l'entreprise. Il prit son téléphone et demanda à son chef de département de recueillir des informations sur la personne qui avait acquis les 31% de parts de la société. Pendant ce temps, Ryu était allongé sur son lit, tenant son téléphone, attendant impatiemment un appel. Il savait que même s'il voulait rencontrer le démon divin, il ne pouvait pas les contacter en premier, il devait prouver qu'il était sérieux. Ryu était convaincu que le démon divin le contacterait à tout moment maintenant, surtout après avoir découvert que quelqu'un avait acheté 31% de sa société, qui n'avait commencé à opérer que depuis quelques mois et n'était pas particulièrement grande ou bien connue. Soudain, Ken fit irruption dans la chambre de Ryu, criant fort « Frère, à quel niveau es-tu » Ryu, surpris par le claquement soudain de la porte, laissa tomber son téléphone qui lui frappa le visage. Avec un visage légèrement rouge dû à l'impact inattendu, Ryu demanda à Ken pourquoi il posait cette question tout à coup. Ce dernier, avec une expression inquiète, expliqua qu'il y avait un garçon qui se comportait de manière arrogante, se vantant que son frère était un joueur de haut niveau. Ce garçon et ses amis n'arrêtaient pas de se moquer de lui, disant que son frère était déjà niveau 11, avait une classe et était très fort, tandis que Ken et son frère étaient des perdants. En entendant niveau 11, Ryu poussa un soupir et un sourire espiègle, rassurant Ken de ne pas s'inquiéter parce qu'il était à un niveau supérieur. Excité, Ken demanda à Ryu quel niveau il était, et Ryu commença à réfléchir. Il se demanda s'il devait dire la vérité, sachant que s'il le faisait, Ken pourrait encore se retrouver en difficulté. Avec un sourire chaleureux, Ryu dit à Ken qu'il était niveau 12. En entendant cela, les yeux de Ken se remplirent d'excitation et d'admiration. Il s'exclama que Ryu était le meilleur au monde, et demanda ensuite si Ryu avait aussi une classe, ce à quoi Ryu répondit affirmativement, disant qu'il avait effectivement une classe. Les yeux de Ken brillaient de curiosité tandis qu'il demandait le nom de la classe de Ryu. Cependant, Ryu s'allongea simplement sur son lit, se glissant sous la couverture et mentionna en plaisantant que c'était un secret. Il ajouta qu'il dirait tout à Ken au moment venu. Frustré, Ken insista pour qu'il n'y ait pas de secret entre frères, mais Ryu, prétendant être fatigué, dit qu'il devait dormir et promit de tout raconter plus tard. Agacé, Ken quitta la chambre, affirmant qu'il découvrirait la classe de Ryu à son réveil, et il ferma la porte avec frustration. Pendant que Ryu s'apprêtait à dormir, son téléphone se mit à sonner, et c'était l'appel du démon divin. Ryu décrocha l'appel et le démon divin se présenta comme le PDG de l'entreprise. Il demanda si c'était un moment approprié pour parler. Ryu, avec un léger sourire, décida de jouer le rôle d'un débutant naïf qui venait de commencer à investir en bourse. Il pensait que plus il apparaîtrait comme une proie facile, plus le démon divin baisserait sa garde, facilitant ainsi son plan. Alors, Ryu répondit que c'était effectivement le bon moment pour parler. Le démon divin, avec un ton poli, demanda si Ryu avait acheté une grande quantité d'actions de sa société. Ryu fit semblant d'être surpris et nerveux en confirmant qu'il l'avait fait. Le démon divin informa alors Ryu qu'avec son récent achat, il détenait maintenant 31% de la société. Il exprima son désir de se rencontrer et proposa un déjeuner le vendredi. Ryu, après un moment de réflexion, se rappela que vendredi, il avait une tâche importante. Il prévoyait de régler ses comptes avec la personne qui avait kidnappé Ken dans sa 7e vie. Il déclina poliment l'offre pour vendredi, citant ses engagements antérieurs, et proposa plutôt samedi, ce que le démon divin accepta. L'appel téléphonique terminé, Ryu, arborant un sourire confiant, murmura à lui-même demain, c'est vendredi, et c'est le jour où le kidnappeur de Ken fera face à la justice. Je vais lui faire tellement de trous dans le corps qu'il ne saura plus où il doit respirer et où il doit péter. Niggas always talking, I'm like fuck it, let them chat. I've been getting money, you know I can live with that. Legend in my city, winning, showed it on the map. And if I leave this bitch tomorrow, they gon' quote it as a fact. I'm like, who the hell could stop me? Carbon copies on my timeline. Get up out your ego, learn to think with your divine mind. Main role in my movie, get that boot if you ain't acting right. Biting on my style, these niggas